Et il n'a jamais donné son texte. Et finalement, le premier texte du stade du miroir a été publié par Lacan en 1949. Donc il y a eu pas mal d'années qui se sont passées. Et bien entendu, on n'a pas l'origine, on n'a pas le premier, et on a celui de 1949 qui est déjà un texte très difficile. Hein. C'est compliqué parce que c'est des maniements d'images auxquels on n'a pas l'habitude. Alors, je vous ai amené, j'ai fait la machine, et puis j'ai reproduit les schémas qui ont été produits par Lacan au fur et à mesure pour essayer de comprendre. Alors, dans un premier temps, je vous explique. Ici, il y a un vase qui est censé représenter un corps. En dessous, on a un Bouddha qui est censé représenter un bouquet de fleurs. Ici, il y a un miroir concave. Alors, très important, le miroir concave. Pourquoi Lacan utilise un miroir concave? Parce que le miroir concave, d'abord, donne des images très particulières. Il donne d'un objet quelconque, il donne une image réelle qui est située en avant du vase. Hein, elle ne se situe pas derrière comme dans le miroir blanc. Ça, c'est très important. Et la combinaison des deux va être justement le montage que fait Lacan pour développer ce qu'il en est de la prime enfance. Alors, je continue. Nous avons donc ici ce miroir concave qui est en fait une métaphore du cortex du cerveau, hein, et qui a été repris, qui est utilisé en médecine. Vous voyez ici, c'est un cerveau, ça, vous voyez, c'est la partie externe du cerveau. Et les médecins, effectivement, ou les biologistes, mettent un homme en petits morceaux, parce que là c'est la zone de la main, là c'est la zone des pieds. Vous voyez que le pouce est plus important que le pied, ici non, le doigt est plus important que le pied, l'œil ou la bouche sont plus grands que le zizi qui est là, des trucs comme ça. Et résultat des courses, voilà le bonhomme qu'obtiennent les chercheurs en biologie. C'est celui-là, on l'appelle l'homoncule. L'homoncule en français, vous comprenez que c'est quand même un peu étrange. Et en même temps, curieusement, voilà comment vous voient les médecins. Hein. Quand vous allez les voir, quand vous allez les consulter, ils vous voient comme ça, les médecins. En médecine, on vous examine, on vous voit comme ça. Hein. Exactement comme ça. Bon, alors, je vais commencer par le commencement. Voilà. Premier temps. Je suis ici. Moi, je sais ce que je fais, bien sûr, mais je vais vous l'expliquer. Donc, ici, j'ai placé un pot et en dessous, un Bouddha. Si l'observateur qui est ici regarde la chose sans que ce miroir fonctionne, il ne voit rien, il voit simplement le vase. Il ne verra le vase que s'il y a en face de lui le miroir concave qui va lui produire une image et qui va lui permettre de voir quelque chose de différent. Hein? Ça, c'est important, ça veut dire qu'au fond, quand on est enfant, on est regardé d'abord. Et on regarde de l'autre côté du miroir. Le regard qui est ici, dans le schéma ici, du sujet en principe, il apparaît au-delà, ici. Je vais vous l'expliquer parce qu'on va faire toute la série des différents schémas qui se sont passés. Alors il faut que je commence à m'y retrouver parce que comment je vais faire, je n'ai plus aucune note, rien. Je vais regarder comment je vais faire. Bon. Donc, je suis ici et la représentation qui est ici du vase, vous la trouvez en explication ici. Vous avez la mère et vous avez le père, hein, qui sont ici. C'est un couple parental et ils ont un désir d'enfant. Et ce désir, s'il se conjugue pour les deux, ils vont avoir un enfant qui est représenté par ce vase. Hein. Voilà. La conjonction des deux va produire cette chose-là. Et pourquoi ça va? Et en même temps, comme ils sont animés par un désir, en principe, ce corps animal qui va naître, parce qu'un bébé, après tout, c'est un animal,
Mais l'animal humain, il est pris dans un bain de langage, et par conséquent, en même temps, dès sa naissance, un enfant, dans les 2 heures, il sait comment on l'appelle. Parce que dès les premières minutes, on commence à dire comment il s'appelle, on demande à la mère tout de suite. Et on parle de lui tout le temps, et ça a été repéré par des observations que l'enfant, dans les 2 heures, il reconnaît, il sait comment on l'appelle. Il est tout de suite intéressé. Et puis, il y a un phénomène qui est très intéressant chez les nourrissons, qui est un réflexe animal, ce qu'on appelle le grasping. C'est-à-dire que pour savoir si le bébé est en bonne santé, l'accoucheur met ses 2 doigts comme ça, et l'enfant s'agrippe, et puis il peut le soulever. Et ça dure quelques mois ou quelques semaines en fonction du bébé. C'est des tests qu'on fait pour savoir s'il va bien. Après, on l'examine parce qu'il peut y avoir d'autres surprises, mais c'est des choses comme ça qui se passent. Donc, qu'est-ce qui se produit en fait? Parce que c'est dans l'espèce humaine qui n'est pas une espèce humaine, qui n'est pas une espèce animale ordinaire, interviennent bien entendu les désirs des parents. Autrement dit, des signifiants fondamentaux. Chacune des fleurs représente des signifiants parentaux, par exemple. Et l'enfant, quelque part, avant même de prendre la parole, il entend, mais il est parlé. On parle de lui, il est parlé. Vous comprenez ça, hein? Alors, le stade du miroir, Lacan le situe entre 6 mois et 18 mois. Et en fait, il dit qu'à 6 mois, c'est fini, l'enfant aura son dispositif langagier. Il aura toute sa vie, il va fonctionner sur ce qu'il a acquis dans les 6 premiers mois, c'est-à-dire sa structure subjective. Au-delà, c'est fini. Donc, il faut faire très attention parce que, par exemple, quelqu'un comme Dolto, elle était capable de faire parler un bébé qui avait 3 jours. Elle prenait un bébé, comme ça, dans sa main, qui était à 3 jours, ils ne sont pas encore très toniques. Le grasping a probablement disparu dans les quelques semaines. Et elle se mettait à lui parler, ça a été filmé, et petit à petit, l'enfant se redresse, parce qu'il s'appuie sur ce qu'on lui dit, et puis elle s'est mise à lui parler, et à un moment donné, le bébé lui répond, il fait des voilà, il imite ce qu'elle dit. Donc on voit comment l'enfant, quand il entre dans le monde, parce que, alors, il y a des théoriciens de la prénatalité qui disent que l'enfant, il entend déjà dans le ventre de sa mère. Moi, je ne sais pas, mais si vous avez fait de la pêche sous-marine, à partir de 3 mètres de profondeur, on n'entend plus rien. Alors, dans le ventre d'une mère, où il y a la paroi abdominale, les muscles, le liquide amniotique est très huileux, très épais, je doute que l'enfant puisse entendre quoi que ce soit. Enfin, c'est possible qu'il entende quoi. Il y a effectivement que Dolto s'est beaucoup mouillé dans cette affaire avec l'autonomie, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle peut déplacer un bébé dans le ventre de sa mère et le replacer justement de la bonne façon pour que l'accouchement se passe bien. Un enfant qui est en position de sortir par le siège, c'est catastrophique parce qu'on est souvent obligé de faire une césarienne en urgence si on n'a pas prévu le truc, sinon on l'a prévu, donc on opère la mère avant. Donc elle fait ce qu'elle a inventé une théorie, une pratique qui s'appelle l'autonomie. Elle a eu des élèves, beaucoup d'élèves. Je ne sais pas si c'est encore pratiqué. Ça continue. Donc, on déplace l'enfant probablement avec la chaleur des mains, comme ça. C'est-à-dire qu'il va vers l'endroit où il fait chaud. On s'appuie sur le ventre de la mère, on parle, on le pousse, et puis on arrive à le retourner et à le mettre en position pour qu'il puisse sortir normalement. Hein, ça, c'est pratiqué. Et puis, toujours cette histoire de l'enfant quand il naît, au départ, l'enfant, les signifiants, il les reçoit à sa naissance. Est-ce qu'il les reçoit dans le ventre de sa mère? Il reçoit de toute façon, il les entendra, même quand il était dans le ventre de sa mère, puisqu'elle va répéter les mêmes mots tout le temps. Donc, il va rentrer dans le système signifiant. On dit ça de la mère, hein, parce que ça peut être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'adulte qui s'occupe de lui et qui le soigne, qui lui parle. Et il n'y a pas d'apprentissage du langage chez l'enfant. Au départ, il s'imprègne de la langue. Voilà, il s'imprègne. Alors c'est intéressant cette histoire parce que Lacan raconte un truc qui est rare chez lui, parce qu'à cette époque-là, il parlait encore de langage. Il était au Japon, il visitait un musée, comme ça, et puis à un moment donné, fini la visite du musée, il parle avec un savant japonais,
Et le savant lui parle, parce qu'on lui dit c'est M. Lacan, il est très connu, surtout que les Français sont beaucoup aimés au Japon, personnage très connu. D'ailleurs, Lacan était reçu partout dans le monde, c'était quelqu'un de très important qu'on ne sait pas en France. Il était reconnu comme un représentant de la culture française et des grands penseurs de l'humanité, c'était comme ça. Et alors, il écoute ce japonais qui lui explique sa théorie, lui, le japonais, en japonais. D'accord, bien entendu, il ne parle pas japonais, mais il dit, ça n'a pas d'importance, de toute façon, ce qu'il me dit, ça va me rentrer dans le cerveau, ça va descendre le long de mes nerfs, et puis mon petit-fils, un jour, il aura acquis des signifiants nouveaux qui auront été transmis par imprégnation. C'est quand même fabuleux d'entendre un truc pareil chez Lacan. Hein, parce que d'habitude, on s'imagine que c'est le mathème et compagnie. C'est assez nouveau, ça, parce qu'au début de son enseignement, il est parti, en fait. Il est parti sur la lecture de Freud en 1954. Il avait fait quelques séminaires chez lui sur des cas cliniques. Et il est parti sur la fonction et champ de la parole et du langage. C'est ça, ça a été son point de départ. Là, à la fin de sa vie, il parle de ça d'une façon autre. Donc, pour lui, l'axiome bulldozer de son enseignement, c'est l'inconscient est structuré comme un langage. Et il ne lâchera jamais ce truc jusqu'à la fin. L'inconscient est structuré comme un langage. Alors, bien sûr, il y a le terme de structure. Qu'est-ce que c'est qu'une structure? Il y a une époque où on commence à parler de la structure, dont Lévi-Strauss. Lévi-Strauss déchiffrait les mythes à partir de structures et montrait que les mythes du fin fond de la Chine, les mythes amérindiens et autres, avaient des convergences, et c'était des structures parallèles, des structures communes, des structures qui s'emboîtaient les unes dans les autres. Et on a reproché à Lévi-Strauss, justement, d'avoir réduit complètement la subjectivité, d'avoir tout mis en carte, toute l'humanité était mise en carte. Et c'est vrai que Lévi-Strauss Lévi-Strauss n'a jamais lu Lacan. Lacan a beaucoup lu Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss ne s'est pas intéressé du tout à Lacan, au grand désespoir de Lacan d'ailleurs, et il se servait, il parle de Freud, mais d'une certaine façon, il se sert de Freud comme d'un dictionnaire. Alors c'est un peu trompeur. Au fond, il ne reconnaît pas du tout la psychanalyse. Alors que Lacan, quand il a vu sortir les structures de la parenté, il a tout de suite foncé chez Lévi-Strauss, c'était en 1949, parce qu'il avait, lui, Lacan, écrit avant la guerre, en 1938, donc en 1938, il avait 37 ans, il s'appelait les complexes familiaux. Donc il s'est toujours intéressé, et puis il a pensé voir une convergence entre lui et Lévi-Strauss. Il y en a une, d'une certaine façon. Hein. Il y en a une. Puis Lévi-Strauss, quand même, reconnaît à Freud que le totem et tabou, c'est un mythe moderne, c'est un vrai mythe. Hein, l'histoire du père de la Horde, c'est un vrai mythe. Bon, je dis tout ça pour resituer un peu cette histoire de la structure. Qu'est-ce que c'est que la structure? Alors, chez Lacan, la structure, c'est une structure d'abord signifiante, mais contrairement à celle de Lévi-Strauss qui est toujours bouclée, c'est-à-dire qu'il y a 4 termes covariants qui changent mais qui tournent et qui sont toujours les mêmes, chez Lacan c'est ouvert. Il y a un point où la structure, elle est d'ailleurs assimilée à une fente en fait. Bon, je dis ça comme ça pour poser les choses. Alors, l'étude de la structure, ça commence avec le stade du miroir, c'est-à-dire qu'on voit comment une expérience que l'on peut faire tous les jours chacun, et vous viendrez voir dans les miroirs les choses, vous verrez que quand vous êtes ici, s'il n'y a pas le miroir concave, vous voyez que ça. S'il y a le miroir concave, vous allez voir que le petit Bouddha remonte et s'installe dans le pot. Alors c'est ce qu'on a ici. Je vous montre. Donc la mère et le père copulent et ils ont un bébé. Et un bébé désiré. Ça, c'est les fleurs du désir. C'est joli, hein? Seulement, si vous êtes là, vous ne comprenez pas le truc. Parce que le truc qui se passe, c'est que le miroir concave va donner une image réelle, c'est-à-dire votre cortex, comme vous voyez, va donner une image réelle
du corps, hein, de cet instinct. Il va en faire, et ça va devenir une image réelle, pas virtuelle, une image en avant du pot. Et à ce moment-là, le montage qui se produit là, c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le corps de l'enfant, ici, qui est structuré par les fleurs du désir. Mais c'est de l'image, ça, c'est pas du tout du réel. Le réel du corps, c'est infini, hein, on n'a plus accès au réel du corps. On a accès, bien sûr, par des accidents, par des manifestations de la jouissance, par des choses comme ça, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un corps. En gros, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est qu'un corps. Par contre, on a une idée du corps avec ce qu'on appelle l'image inconsciente du corps, c'est celle-ci. Vous voyez, jamais comme ça, et puis je la rabats pour montrer que c'est ça. Dolto avait une théorie très poussée de cette notion-là, elle parlait de l'image inconsciente du corps. Donc, elle, sans être prise dans le... Elle ne lisait pas Lacan, c'est pas que ça ne l'intéressait pas, mais c'est qu'elle avait autre chose à faire, et elle regrettait d'ailleurs elle-même de ne pas disposer d'outils théoriques pour exposer ce qu'elle faisait. Elle a accrédité cette réalité-là, hein, qu'il y a une image inconsciente du corps, qui n'est pas l'image qu'on voit dans le miroir plan. Hein. On en est là, voilà. Vous voyez que c'est un montage de structure, ça, d'ici. Hein. Qui est ici, là ça c'est le 1. L'œil ici, donc, c'est l'œil de l'observateur, c'est nous-mêmes en train de regarder le monde. On regarde le monde qui est extérieur, et puis ça c'est le cortex que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est avec ça qu'on voit le monde, notre cortex. Quand on a des atteintes du cerveau, ou quand on a des problèmes oculaires, ça a des effets sur notre appréhension du monde. Ça vous comprenez bien, hein, c'est facile à comprendre ça. Bon. Ça c'est le premier temps. Maintenant, on va se passer le second temps. Alors, dans le miroir, alors, il installe le dispositif maintenant du miroir plan, qui est ici. Je vais bien ici. Il va développer ça. Tout ça va se développer petit à petit dans son enseignement. J'en reviendrai par virage de temps en temps, comme ça, pour arriver ici, là, ici. Et ça, c'est le moment du stade du miroir. Il suffit d'aller sur Internet, taper stade du miroir, vous allez voir plein de petits films où c'est absolument une description exacte de ce que dit Lacan. L'enfant jubile devant le miroir. Parce que quand un enfant naît, il doit non seulement conquérir le langage, mais en plus de ça, il doit conquérir son corps. Il doit se fabriquer un corps, voilà. Comme ceux qui vont dans les salles faire de la musculation, des choses comme ça, ça se passe toute la vie, et on sait que ça a un effet sur le corps, et que c'est pas par hasard que les philosophes grecs allaient au gymnase tous les matins. Comme ça, ils pouvaient penser de toute façon. Ils ne sont pas encombrés, ils ont un corps qui peut penser. Quand on est trop fatigué, on ne pense pas, on dort. C'est comme ça. Donc, cette histoire-là, c'est très important à comprendre, parce que l'apprentissage qui va se situer à partir de 6 mois va nous transformer en débile mental pour le restant de notre existence, puisque nous aurons perdu nos appuis principaux et que nous entrons dans le monde de l'autre. L'autre, que Lacan appelle l'autre, comme ça au départ, qui est l'autre. L'autre, avec un grand A, c'est quoi? C'est l'étranger, c'est la mère, c'est le père, c'est le pays, c'est tout ce qu'on voudra. C'est pas encore très précis chez Lacan à cette époque-là. Hein. C'est l'autre. On a affaire à l'autre qui est radicalement étranger tout le temps. Même quand on a fait une analyse finie. Ça continue. Parce que pour l'analyste, l'autre, ça devient l'analysant. C'est son autre. Donc l'analyste, il dépense en analysant, contrairement à ce qu'on pense. C'est pour ça que d'ailleurs Lacan dit que dans la cure, le transfert c'est celui de l'analyste. Le transfert c'est celui de l'analyste. Or, si Freud dit que le transfert c'est un amour vrai, ça veut dire que l'analyste il est amoureux de son analysant. Et non pas le contraire. Parce que l'analysant, dès qu'il s'aperçoit de ça, il va lui faire des coups pendants en permanence. D'autant plus qu'il a peur que son analyste le séduise, ou lui mente, ou le manipule. C'est ça le truc.
Bon, je dis des petites pointes comme ça pour bien faire comprendre les conséquences de Lacan disant que le transfert, c'est celui de l'analyse. Freud ne le dit pas, ça. Freud, il a à peine repéré le phénomène de transfert, mais enfin, il a quand même qualifié le transfert d'être un amour vrai. Pas la reproduction, comme ça c'est répandu dans les milieux analytiques et dans l'histoire du mouvement analytique. C'est pas la reproduction d'un amour des parents qui n'existe plus. C'est un amour actuel et qui fonctionne dans l'actuel. Hein, un amour vrai. Évidemment, c'est une relation analysant-analyste qui est très problématique à ce niveau-là, parce que si ça tient que par l'amour, ça risque de se terminer très mal. Il faut quand même qu'un jour les choses se dégagent. Alors, maintenant, où j'en suis dans mon truc, moi? Donc, tout ça, je vous ai fait très rapidement tout le parcours de cette construction-là, hein, qui est ici, du stade du miroir. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous êtes devant un miroir, vous savez que c'est une image. Il y a des gens qui ne savent pas. Quand ils se voient dans un miroir, ils pensent que c'est eux qui sont dans le miroir. Ou bien quand ils sont dans la rue, ils pensent qu'ils sont les gens qui circulent, ils sont plusieurs. Il y a des tas de choses comme ça qui se passent. Donc, vous voyez votre image dans le miroir et vous avez une idée à peu près de ce que vous êtes vous-même. C'est pour ça que tous les jours, les femmes changent de maquillage, des choses comme ça, parce que comme elles repèrent moins bien que les hommes comment elles sont, elles passent leur temps à changer de coiffure. Maintenant, les hommes, ils sont un peu plus grossiers, c'est ça que je voulais dire. Les femmes sont plus raffinées et elles espèrent changer de tenue pour tromper l'autre, en gros, c'est ça. Elles ont rencontré un mec dans la rue comme ça par hasard, elles se disent, tiens, il me plaît celui-là, je vais tâcher de le séduire, mais comment je vais faire? J'ai l'impression qu'il aime bien les blondes, donc elles se font décolorer. Pas toutes, il y en a qui font ça. Pour vous expliquer comment, c'est pas simple tout ça. Et puis en plus de ça, c'est structuré par la parole. C'est-à-dire, au fond, l'image, c'est une image, mais c'est pas une image pure, c'est pas que de l'imaginaire pur, c'est une image nouée par le langage. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître là? Vous avez le réel du corps, dans sa présence animale, c'est comme ça qu'on en parle nous. Hein. Le premier réel dont parle Lacan, c'est celui-là, le réel du corps dans sa présence animale. On a des animaux, voilà. Et ensuite, c'est repris par l'image, donc l'enfant, il faut qu'il conquiert son corps, c'est-à-dire, c'est pour ça que le stade du miroir est un moment où l'enfant se dresse devant le miroir, il se met debout. Et puis, la mère est derrière lui, et elle l'encourage, ou elle rigole. Il y a des scènes comme ça hein, sur les vidéos qu'on voit sur Internet. Hein. C'est absolument frappant. Les animaux, ça ne se passe pas comme ça. Quand un chat passe devant un miroir, il voit l'autre chat, il s'en va comme ça. C'est très rare de voir des... Il y a quand même des animaux qui de temps en temps viennent regarder ce qui se passe, mais ça ne va pas plus loin. Tandis que nous, on est là, et ce moment-là du miroir, donc je vous ai dit qui se produit, enfin comment je vais dire ça, qui s'installe ou qui se fixe, je sais pas. C'est un moment fécond où l'enfant va appréhender son corps, c'est-à-dire il va pouvoir se mettre debout et il va pouvoir marcher. Parce qu'au début, il marche à 4 pattes, et puis après, il peut se mettre debout, encouragé par la mère. Et si le père n'est pas gentil avec son enfant, ben il a du mal à se mettre debout, il marche à tête baissée toute sa vie, parce qu'on lui a dit des mauvaises choses sur lui-même, il est très malheureux, il n'a pas confiance en lui. Donc il faut encourager les enfants le plus tôt possible, il faut qu'ils puissent avancer dans la vie. Alors, ça fonctionne comme ça, ce stade du miroir, et puis, c'est un moment qu'on repère parce que c'est la première fois que l'enfant éprouve une jouissance de lui-même à travers son image. Parce que les nourrissons, ça Freud le dit, les nourrissons, ils se masturbent. Hein, et il semblerait même que ça leur plaît beaucoup. Ils passent la journée à faire ça. Il y a beaucoup d'enfants qui font ça, alors on leur tape dessus. La mère, elle donne un bain à son garçon, il bande comme un cerf, elle lui fout le jet d'eau froid pour que ça s'arrête, il se passe des trucs comme ça. Mais c'est l'acquisition du corps, mais un corps qui n'est plus le corps dans sa présence animale. On est en fait des animaux malades, les hommes sont des animaux malades. Parce que notre corps est colonisé par la langue, par le langage, et c'est par la langue
que la jouissance du corps va être animée. Ce n'est plus, comme chez l'animal, une pure sensation corporelle. Pour nous, c'est compliqué à cause de ça. Alors là, j'en suis à ce moment-là. Là, on arrive au stade du miroir. Donc à partir de, à 18 mois, l'enfant c'est fini. Il passe à autre chose. Alors pendant toute cette période, disons les 6 premiers mois, l'enfant donc, il est en relation privilégiée avec sa mère et il a affaire à la lalation. Il fait la mère elle fait la, et petit à petit, des mots apparaissent. Ça, c'est la lalation, une imprégnation du corps. Donc, on ne sait pas du tout. D'abord, on ne sait pas d'où vient le langage, mais il vient de l'extérieur, depuis toujours en plus. Et il sera là, quand on sera mort, il sera toujours là. Qu'est-ce que c'est que le langage? On ne sait pas très bien ce que c'est. Et cette imprégnation du corps va subir un remaniement fondamental, c'est qu'à partir de 4 ans, 3 ans et demi, on l'envoie à l'école maternelle, l'enfant. Et là, alors qu'il ne va plus pouvoir faire joujou avec sa maman ou avec ses jouets, il va être mis dans une petite société humaine où on va lui imposer des règles. Tu dois te tenir bien à table, tu dois manger à la cantine, tu ne fais pas caca par terre, tous ces trucs-là, il va donc être pris dans l'étau, alors vraiment du langage. Avant, ce n'était pas le langage. Avant, c'est ce que Lacan appelle la langue, qu'il écrit en un seul mot, la langue, la lalation, la. C'est pour ça que Lacan a inventé tellement de néologismes. On en avait recensé à l'époque 789, vous l'avez sur le disque, il semblerait qu'il y en ait eu 1100. Mais il n'est pas certain que ça passera dans la langue. Même le terme de par-lettre, que moi je trouve absolument génial, je ne suis pas sûr que ça passe dans la langue. Qu'est-ce qui restera des néologismes de Lacan? Pas grand-chose. Moi je le pense. D'autant plus que les analystes qu'on écoute actuellement dans les congrès, ils font jamais appel à ça. Jamais. Ils veulent vous donner des explications rationnelles de tous les trucs. Ils vous mettent en position d'élève d'ailleurs, souvent. Donc ils vous prennent pour un crétin. Les aînés prennent les plus jeunes pour des crétins. Et ça entretient une espèce de machine de pouvoir, la même que l'enfant a subie quand il est allé à l'école maternelle. Bon, c'est comme ça. Et puis, va arriver le moment où l'enfant, là, il était dans les 6 premiers mois, même peut-être les 2 premières années, en relation privilégiée avec la mère. C'est la mère mythique, bien sûr, toutes les mères ne sont pas comme ça. Il y a des pères qui peuvent être à la place de la mère, et puis il y a des gens qui adoptent des enfants qui peuvent avoir la même fonction, mais c'est la fonction maternelle. L'enfant, il était dans la vraie langue maternelle, ce qu'on appelle la langue maternelle, il va rentrer dans l'idiome de son pays. Autrement dit, il va falloir qu'il apprenne à écrire, il va falloir qu'il apprenne à lire, il va falloir qu'il apprenne l'orthographe, il va falloir qu'il apprenne la grammaire, et puis ensuite il va falloir qu'il raconte des événements qui ont vraiment été inscrits dans l'histoire. Il ne peut pas raconter n'importe quoi. Il ne peut pas faire équivaloir son rêve à ce qui va se passer dans la vie. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça se passe. Et on arrive à... Alors, la problématique qui se pose à ce niveau-là, c'est celle effectivement de ce qu'on appelle dans notre rude langage la castration. La castration. Alors tout le monde s'imagine que c'est de couper les zizi. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la castration. La castration, c'est l'acceptation qu'on est soumis aux mots de la langue commune. C'est ça la castration. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas les mots des autres, ben, vous vous faites constamment taper dessus. Et ça devient même carrément une éviration de votre être complet, comme ça. Ça va évoluer comme ça. Et la racine donc structurale chez Lacan se situe dans le stade du miroir, et ça va s'installer. Je vais vous montrer comment maintenant ici. J'en suis là. Donc, le père, la mère, qui conçoivent un enfant, l'enfant qui vient au monde et qui vit, parce qu'il y a le désir, il est supporté par le désir des parents. Bon, il avance dans la vie, il commence à se confronter au miroir, et effectivement, il commence à faire la conquête de son corps, là, qui est là, et il
est outillé pour se débrouiller dans l'existence avec ce matériel-là qui sera définitif. Il aura pratiquement, on n'apprend plus rien après. On peut faire des combinaisons, on peut manier des trucs, mais la base même de la structure, c'est 4-5 termes, c'est ça qui fait fonctionner tout. Ce qu'on appelle l'inconscient. Lacan découvre, Freud découvre l'inconscient. Alors, Freud n'a pas dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Enfin, il y a des textes quand même qui montrent que quand il travaille avec ses patients, il intervient sur les signifiants. Il ne le sait pas parce que le terme de signifiant n'existe pas pour lui, le terme de structure non plus, mais Lacan repère dans son esquisse qu'il a étudié, qu'il a écrit en 1900 à peu près, dans ces eaux-là, au moment de l'interprétation des rêves, a été découvert en 1945. Et Lacan a fait une lecture du texte pour montrer comment Freud, au fond de lui-même, il avait repéré ce qu'était la structure. Il fait une description qui est structurale, mais il n'a pas le mot. Hein. C'est pour ça que les gens qui suivent Freud et qui n'écoutent pas Lacan, qui ne le reconnaissent pas, il y en a beaucoup, ils sont toujours dans une espèce de truc confus comme ça, parce qu'ils ne disposent pas d'outils, ils ne disposent pas de matériel signifiant pour pouvoir déplier la chose. C'est comme ça que ça se passe. Donc Lacan est un escroc, et nous on est les vrais Freudiens, lui, il raconte des trucs qui ne sont pas chez Freud, là, heureusement. Hein. Heureusement qu'on raconte des choses qui ne sont pas chez Freud. Mais Lacan s'est toujours positionné pour dire que ça, il l'avait trouvé chez Freud. Moi je parlais tout à l'heure du matériel signifiant de l'enfant. Freud, à un moment donné, c'est à la fin de la science des rêves. La dernière phrase de la science des rêves, il dit que le désir est indestructible, toujours le même du début à la fin. Donc il pose bien, lui, sans le savoir, que la structure c'est ça. Hein. C'est quand même très très surprenant que ça puisse venir à ce niveau-là. Autrement dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie. De toute façon, vous êtes conditionné par votre structure et vous agirez en fonction du désir indestructible qui vous habite. Oui. Ça tourne 2 secondes. Oui. De revenir un peu sur la question revenir sur la question de l'image inconsciente du corps à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, Dolto, etc. La castration symboligène qui arrive plus tard, notamment l'entrée à l'école et tout. Mais on sent quand même qu'il y a... Bon, déjà, est-ce que Dolto et le stade du miroir de Lacan étaient vraiment forcément compatibles ou est-ce qu'il y a des différences? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe entre justement ce saisissement, cette appréhension d'une image inconsciente du corps par le bébé, jusqu'à ce qu'il accède à une forme de castration par parce qu'on passe de 6 mois à 3 ans. Ne se saisit pas à travers l'histoire, même si dans l'histoire on peut repérer ça chez un sujet, ça se joue à l'insu du sujet. C'est-à-dire que c'est pour ça que Freud dit que l'enfant il fait un choix. Il choisit d'être pervers, il choisit d'être névrosé ou d'être psychotique. C'est un choix surdéterminé par la structure, mais c'est quand même un choix. C'est pas du tout un truc qui vous arrive dans l'existence comme ça, c'est déjà un choix du sujet. C'est-à-dire que dans sa confrontation avec les signifiants primordiaux qu'il a rencontrés, dans sa famille ou ailleurs, il fait des choix. Et ces choix vont déterminer ce qu'il va être comme sujet défini par Lacan plus précis que Freud, où vous êtes pervers, où vous êtes névrosé, où vous êtes psychotique. Et en plus de ça, c'est normal d'être pervers, c'est normal d'être psychotique, et c'est normal d'être névrosé. C'est normal. Important. Parce que c'est chez Freud aussi. Freud, il écrit les 3 essais sur la sexualité en 1905. Et au décours d'une petite page, alors il décrit le petit nourrisson qui se masturbe, toutes ces petites histoires, la petite fille qui séduit son père, le petit Hans qui fait je sais trop quoi avec sa mère, il va dans les cabinets avec elle, enfin, il lui dit si t'en avais une, si t'en avais une, elle serait grosse comme celle d'une girafe ou d'une jupe d'un cheval. En gros, c'est ça. Donc il s'interroge sur le corps de l'autre pour essayer de
comprendre le monde. Alors, Freud, donc, dans les 3 essais, au décours d'une phrase, il sort un truc, il dit « Il n'y a pas de normes sexuelles, il n'y a que des normes sociales ». C'est pour ça que je vous dis que la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que la psychopathologie, ça n'existe pas. C'est une invention, c'est une superstructure inventée par des cliniciens qui sont aussi dans les milieux analytiques et qui prennent alors les névrosés, les psychotiques, les autres, comme pour des malades. C'est des malades. Des malades. Ça, c'est le discours médical. Quand vous allez voir un médecin, par définition, vous êtes malade. C'est comme ça qu'il vous voit le médecin. Vous êtes malade. Et vous allez mourir en plus. C'est-à-dire que lui, déjà, le médecin que vous avez consulté, puisqu'il est pris dans ce discours, qui est un discours du maître, un discours de pouvoir, le médecin, ça y est, il vous a calibré, et puis il vous fait une ordonnance, c'est-à-dire qu'il vous donne des ordres, sans explication. Voilà, vous prendrez ça, vous prendrez ça, vous prendrez ça, il donne des ordres. Et puis c'est une figure tutélaire, le médecin, dans l'histoire de l'humanité. On le voit dans le Banquet, il y a des sujets qui sont médecins, qui deviennent médecins, parce qu'ils sont pris justement dans une structure sociale qui fait qu'il va y avoir des générations de médecins dans une famille, où un jour quelqu'un va faire un choix déterminant qui va entraîner la suite de sa filiation à devenir des médecins. Je parle des médecins parce que c'est une des rares figures de l'humain qui perdure à travers les siècles. Hein, il n'y avait pas de coach autrefois, il n'y avait pas d'autres types de métiers qui apparaissent un peu plus tard. Dans le Banquet, on voit comment se développe un dialogue sur l'amour entre différents personnages et qui ont chacun une conception de l'amour particulière. D'ailleurs, Lacan dit que l'amour, c'est un sentiment comique. C'est comique, l'amour est comique. C'est important, ça, on rigole bien. Dans le Banquet, on rigole bien. Parce que tous les personnages qui sont là, il y a le tragédien, il y a le médecin, il y a le mytho machin quoi, je ne sais pas quel, il y a le mystique, enfin il y a tout ça. Ils vous développent des théories de l'amour. Aristophane qui est là, il écoute ça, il est pris d'un hoquet. Au moment où on lui donne la parole, il a le hoquet, et personne ne comprend pourquoi il a le hoquet. Et effectivement, le Banquet n'a jamais été commenté avec un pareil développement que chez Lacan. Et qui, lui, s'est interrogé. Pourquoi il a le hoquet? Personne ne s'est dit, mais pourquoi il a le hoquet, celui-là? Parce que c'est un texte fondateur de notre civilisation. Il a le hoquet parce que ça le fait rigoler, quoi. Parce que lui, il sait ce que c'est que l'amour, puisque c'est un comédien, et il sait que c'est du bidon, en gros, c'est de la blague, c'est comique. C'est comique, mais c'est un comique qui, bien entendu, est encore plus tragique que le tragique. Parce que le tragique, au moins, il a un désir sublime, c'est un homme reconnu, qui est courageux, qui va vers son destin sans hésiter, alors que le comique, il rigole tout le temps, et puis il y a des tas d'histoires qui s'accumulent. Alors, moi, ce que j'en suis là, je suis en train de naviguer dans tous les sens, mais... Oui, une chose, c'est que par rapport à la question de ce corps réel, voilà. Alors, on revient qui est l'image, il y a aussi l'intervention dès ce moment-là du symbolique, oui. Dans le sens où si l'enfant se reconnaît, c'est parce qu'il y a un autre, la mère, le père, n'importe, qui le nomme. Ah, ou la pierre, ah, ou la chambre, c'est qu'il y a quelque chose qui transport à ce moment-là dès lors de la nomination. Moi, je suis d'accord avec ça, mais alors, pourquoi j'ai sauté à pieds joints, j'ai passé par-dessus? Parce que Freud le dit lui-même, et Lacan le dit aussi, le reprend en utilisant le baptême, il dit que l'identité sexuée se fait indépendamment du sexe anatomique. C'est vachement difficile à comprendre. Donc, le sexe anatomique a très peu d'influence sur le choix de son identité sexuelle. Freud le dit, hein, c'est écrit. Ah, je ne parle d'autre chose. C'est pour ça que j'ai sauté les siècles d'errance totale, pour dire que quand même, à un moment donné, Freud le dit. Alors Lacan, lui, en fait une démonstration plutôt mathématique,
Parce que ce qui se passe chez Lacan, il ne fait pas de la philo, Lacan, il commence comme avec le stade du miroir, vous voyez, le stade du miroir, ça devient ça, vous comprenez? Ça devient ce truc-là. C'est une structure, ça, c'est de la mathématique, ça. Hein? Lacan, donc, il est pris dans une logique de ce qu'il découvre, et il essaye d'avancer pas à pas pour que ça progresse. Alors, dans le schéma du miroir que j'ai fait là, vous voyez que le sujet au départ, si vous regardez des schémas de Lacan d'avant 54, le sujet qui est ici en train de regarder n'est pas le sujet divisé. C'est le pur sujet, comme ça, qui n'existe pas, bien sûr, puisque nous, c'est rétroactif. C'est le pur sujet, tandis que dès qu'il entre dans le langage, il est divisé. Il est là. Hein. Donc nous regardons le monde, nous le regardons à travers les effets qu'a eu sur nous, non seulement l'imaginaire, hein, mais aussi ce qui s'est dit. Hein, ce qui s'est dit et qui vient de l'autre. C'est-à-dire qu'au début de la vie, on est parlé par l'autre, et puis à un moment donné, ça dépend pour chacun, des fois toute la vie c'est comme ça, on finit par quand même prendre un petit peu la parole en prenant quelques risques, et on essaye de déborder un peu l'impératif de l'autre, là, hein, qui nous impose notre discours. Lacan, il dit une chose comme ça, il dit, Freud, c'est très clair, donc Freud, la destinée humaine, elle dépend de l'inconscient, pour lui. On est conditionné par notre inconscient. Et Lacan, il pousse un peu le truc plus loin, il va dire que l'inconscient, c'est notre seul lot de savoir. Notre seul lot de savoir. Donc tout ce qu'on sait autre, c'est des superflus, c'est superflu. Notre seul lot de savoir, c'est la structure de l'inconscient, pour chacun. C'est le plus important. Tout le reste, ce sont des superstructures qui finalement, ça ne tient pas la route, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. On va vous raconter, par exemple, l'histoire. On va vous raconter l'histoire, ça n'existe pas, l'histoire. L'histoire, c'est à un moment donné, un sujet a décidé qu'il s'était passé telle chose entre telle chose, tel truc, et il vous pond une histoire de l'humanité à travers ça. Et un autre va dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que Lacan balaye le truc en disant il n'y a que des historioles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de l'histoire, mais l'histoire, ça n'existe pas. C'est des fictions, tout ça. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis, moi, avec cette histoire justement de notre seul lot de savoir? Qu'est-ce que c'est que ce seul lot de savoir? Il n'y a que ça, on n'a que ça. Un désir indestructible, sur lequel on n'a aucune prise, parce que c'est lui qui nous gouverne, et on est manié par une structure qui est notre seul lot de savoir. Donc, l'enseignement, ça ne sert à rien. La transmission des choses, on ne sait pas comment ça se passe. Comment dans une famille qui est bien équilibrée, où les enfants mangent bien à table, où ils vont en vacances avec leurs parents, ils ont des livres, comment chacun d'eux va donner une destinée différente, c'est quand même, ça peut être problématique, ça quand même, ça peut poser des questions. Hein. Donc, vous voyez, cette réduction de plus en plus au noyau même de notre être, vers lequel Lacan se dirige. Et alors, il sort une phrase, je pense que je vais rester là-dessus parce que pour moi ça finit par faire un peu de difficulté. Il va dire, voilà, il raconte l'histoire, c'est une armée de sodomites, voilà, c'est une armée de sodomites qui traverse une rivière à cheval. Et puis, un des soldats qui est là, il dit, ah non mais il ne faut pas continuer parce que la rivière est glacée, on va se noyer. Et le chef lui dit, non, nous, on est condamné, on périra par le feu. Donc on peut traverser, on risque rien. On ne va pas se noyer. On périra par le feu. Alors là, quand il prend cette anecdote pour dire la chose suivante, qui n'est pas amoureux de son inconscient, qui n'est pas amoureux de son inconscient, erre. Il erre, c'est un erre. Alors on se dit quand même, donc il faut aimer son inconscient. Comment aimer son inconscient quand on sait ce qu'il y a dedans? Hein? Quand on fait des cauchemars, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est un savoir, c'est notre seul lot de savoir, mais en plus, c'est une saloperie, c'est échancré, c'est un chancre. D'ailleurs, c'est un chancre. Donc, notre lot de savoir, c'est un chancre. Il va falloir guérir du chancre, donc on va en analyse.
Et en analyse, on découvre que c'est un chantre. Et que ça ne bouge pas. Ça fait qu'on se positionne autrement, mais ça n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on va se trimballer ce chantre pour le restant de notre existence. Alors, cette histoire de aimer son inconscient, voilà. Qui n'aime pas son inconscient erre. Bon, ben oui, ben d'accord. Ben, si c'est Lacan qui l'a dit, on est d'accord. Hein. Oui, mais on peut pas le comprendre, j'ai pas fini. Donc, si Lacan l'a dit, ben, c'est ça, hein, c'est pas autrement. Et puis, quelques phrases plus loin, il dit, pour la première fois de l'histoire, vous allez pouvoir errer, c'est-à-dire ne pas aimer votre inconscient. Voilà, je reste là-dessus. Et il dit même, vous allez pouvoir être non-dupes et ne pas s'arrêter. Comment? Il dit même qu'on pourra être les non-dupes. Voilà. Et ne pas s'arrêter. C'est l'histoire du dupe et des pas dupes. Est-ce qu'il faut être dupe du signifiant ou est-ce que les non-dupes errent, hein? Oui. Ceux qui ne reconnaissent pas leur assujettissement à la langue, à la parole, ceux-là, ils errent. Mais ils réussissent dans la vie. Hein. Oui, et à la fin d'une analyse. Lui-même, il dit Lacan. On peut errer, Lacan lui-même, il a dit, on peut errer, mais bien se débrouiller aussi. Oui, mais à la fin d'une analyse sur les seins, on peut être non-dupe et ne pas s'arrêter. Voilà. C'est ce qu'il dit. Voilà. C'est apprendre justement à prendre la chose un peu autrement. Mais moi j'ai une question sur les signifiants. Vous avez commencé pour parler des signifiants. Oui. Et que vous avez associé le fait que l'inconscient est structuré comme un langage. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, dans ce que vous disiez, pour vous le signifiant doit être parlé, c'est-à-dire doit être dit. Alors qu'il y a des signifiants qui ne sont pas dits. Et qu'après ils sont dits en pur par le sujet qui les a. C'est-à-dire que finalement il y a des signifiants qui sont perçus, qui sont pas forcément reçus de la parole de la mère ou du père ou quoi que ce soit, mais des actes aussi qui sont. Et après, dans la cure, le sujet l'est dit par la parole, justement. Donc, cette histoire où vous dites aussi que est-ce que ça existe avant? C'est-à-dire, est-ce que le bébé entend déjà avant même la naissance? Ben, peut-être que les signifiants, finalement, ils lui arrivent bien avant sa conception, déjà, par le climat qu'il y a dans la famille, le couple, ce qui a même touché peut-être même chez les autres générations. Et donc, du coup, après, lui, il est dit en pur, et c'est à ce moment-là qu'on voit les signifiants. Les signifiants, on ne peut pas les passer. Je ne sais pas si. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, ça c'est pas forcément la langue. Ça me renvoie à l'histoire du Tyrance. Vous savez, le Tyrance, il fait une photo du cheval. Alors, le père travaille avec Freud et la mère aussi. Donc, Freud dit au père, il faut noter ce qu'il raconte, et puis un jour, quand même, l'enfant, ils ne peuvent plus se débrouiller avec cet enfant, qui est phobique, il n'arrive pas à sortir de chez lui parce qu'il va rencontrer des chevaux, donc il est phobique. Finalement, il va au rendez-vous de chez Freud, le père l'accompagne au rendez-vous, et Freud reçoit le Tyrance tout seul. Et alors, il lui dit, à peine il le voit, il lui dit, je savais qu'un jour, un petit garçon naîtrait, qui aimerait trop sa mère, et qui aurait peur de son père, et qu'il fallait que ça s'arrête. Enfin, il dit qu'il faudra quand même que ça change. Il n'a pas de raison d'avoir peur de son père, il faudrait qu'au contraire, il accepte que son père l'aide et que lui-même se détache de la mère. Tyrance, il entend ça, il sort de là complètement émerveillé, il se tourne vers son père, et puis il lui dit, dis donc, le binoclard, il appelle Freud le binoclard. Il dit, le binoclard, il parle au bon Dieu pour savoir des trucs comme ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, parce que c'est ça qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que le gamin, il a saisi un truc, c'est-à-dire qu'on reproche à Freud d'avoir fait une intervention massive. Imaginez-vous recevant quelqu'un pour la première fois, au bout de 10 minutes, vous lui dites « Je savais que vous aimez trop votre père », ça peut se faire, hein. Vous aimez trop votre père, ou bien vous ne l'aimez pas du tout, vous aimez trop votre mère et vous avez peur de votre père. C'est pour ça que vous êtes névrosé, et c'est pour ça que vous voulez faire une analyse. Ça ne peut pas marcher, ça, il ne faut pas le dire. Mais il faut attendre le temps que le sujet puisse le formuler dignement. Donc le petit Hans, il quitte Freud, et puis, comme ça, il parle au bon Dieu, quoi. Et puis, son père est toujours en train de le harceler, et
Et l'autre, le gamin lui raconte plein d'histoires, et le père il dit je comprends pas. Alors le client dit à son t'as qu'à le marquer, le professeur le saura lui. C'est ce qui se passe. Et ensuite, seconde consultation chez Freud, et il raconte l'histoire de la cigogne qui apporte le bébé, et surtout l'histoire du plombier. Le plombier vient chez lui, et il va à la baignoire, il enlève la grande baignoire, et il enlève un robinet, il lui met une baignoire plus petite, donc c'est assimilé à son corps, à son assiette dans le monde, et puis Freud, alors au moment où il n'a pas fini la phrase, et puis il va lui mettre un plus gros robinet. Et il lâche l'enfant comme ça, et effectivement, ça a fixé le petit Hans toute sa vie autour de ce truc-là. Toute sa vie, parce que, et Lacan a fait une analyse très fine de la chose en disant que si Freud a dit à la place de l'enfant quelque chose que lui n'a pas dit, donc il ne l'a pas symbolisé, il ne peut pas résoudre finalement son rapport à la castration. Donc il se situe par rapport aux femmes d'une certaine façon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une annonce pour nous quand on pratique. Comment on intervient, comment on fait des interprétations? On fait des interprétations où on donne du sens, ou est-ce qu'on fait des interprétations qui font coupure, hein, qui font des coupures dans le réel? Toute la question est là, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on doit apprendre dans la cure. Hein, c'est ce qu'on doit apprendre déjà, si on l'a appris dans la cure, quand petit à petit, pour des raisons qui sont à chacun différents, un jour, l'appel de devenir analyste, parce que c'est une aspiration, c'est pas une décision, c'est quelque chose que l'on décide à son insu. De devenir analyste se pose dans ces termes-là. Voilà, je restais là-dessus. Contrairement à ce qui est dit dans les écoles, hein. Il faut suivre les séminaires et faire des contrôles. C'est pas vrai? Voilà. Bon, la prochaine fois, c'est le 18 novembre. Alors, bon, j'espère que vous avez un peu saisi ça. Allez voir le schéma, regardez, mettez-vous, touchez les miroirs, tout ça. Je pense que la prochaine fois, le fil conducteur que je vais avoir, c'est de vous faire, dans l'année, vous allez voir vous faire passer une par une toutes les grandes structures de la chose. La prochaine fois, je vais probablement vous expliquer comment il a monté le graphe du désir. Le stade du miroir, c'est facile à comprendre, ça. Hein, vous l'avez vu, c'est très simple. Alors, comment le graphe du désir fonctionne et comment il l'a monté maintenant. Et puis après, on va avancer comme ça avec lui jusqu'à arriver. Pourquoi un beau matin, il sort le nœud borroméen? Qu'est-ce qui fait que le nœud borroméen? Parce que quand même, il y a des tas de gens qui ont dit qu'il délire avec la tuyau. Comment il est passé des graphes, des mathèmes à la topologie, puis au nœud borroméen, qui signe la fin de son enseignement. Et ça, on verra, parce que les gens disaient qu'à la fin de son enseignement, Lacan était dans les choux, et moi je le crois pas. Je crois pas. Il est déjà là. Alors donc, vous avez vu, déjà dans le stade du miroir, il y a le réel, il y a le symbolique de la langue, et puis il y a l'imaginaire du corps. Alors, donc le corps, dans l'imaginaire de consistance imaginaire, dans le nœud borroméen, le réel de la vie, il est dans l'organisme vivant, et puis et dans le symbolique, il y a la mort, parce que c'est le signifiant qui fait de nous des mortels. Les animaux ne meurent pas, il n'y a que les hommes qui meurent. Hein. Les animaux, ils crèvent, ils s'enterrent pas. Voilà. Allez-y, allez-y. Ah oui, mais essayez de remplir un... Il n'y a pas un papier là pour... Il faut prendre les beaux noms. Le miroir plan, l'image est infinie, alors que dans le miroir concave et le miroir plan, il y a une seule image. Il veut nous filmer, moi, on te pose une question. Alors là, pas trop difficile, j'espère. Une question qui a déjà été posée. C'est quoi la fin de la cure à partir de ce schéma optique? Alors voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin de la cure, oui, toute ta vie, tu t'es situé pratiquement ici. À cet endroit-là. À cet endroit-là, c'était à cette place-là, mais
conditionné par ce qui s'est passé là. Hein? Dans le passé, alors. Voilà, dans le passé. Et bien, à un moment donné, le miroir, le mirage tombe, le miroir plane comme ça, d'un seul coup, ton image à toi, ta structure, ton être, correspond à ce qu'il était réellement. D'accord, mais tu parlais de corps tout à l'heure. Oui, mais c'est un corps, ça. Donc, le pot, c'est un corps. Voilà, c'est ça. C'est un corps. Le pot, c'est pas qu'une image, en fait. Non, oui. Il y a le corps réel. C'est pour ça que le corps réel, tu le situes où, alors? Ben, le corps réel dans l'histoire du miroir, c'est celui-là. C'est celui que celui qui existe. Voilà, celui qui est là, voilà. Voilà, dans les parents enfantent un animal, en gros. D'accord, ça marche. Du fait qu'il y a le désir, c'est un corps habité par le langage. Donc il est plus pur, c'est plus un animal pur, c'est un animal. Donc c'est pour ça que je rabats ça. Avec un imaginaire, avec des rêves, et un corps qui n'est plus. Des fleurs. Tu n'as plus l'appréhension de ton corps réellement. Tu es déjà parasité parce qu'il a été pris par le langage. Voilà. Par la prise dans le langage. Voilà, c'est ça. Ça marche. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah ben, merci beaucoup, Patrick.